Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu plus posée et détente. Je vous ai préparé une petite liste des films, des livres, des vidéos YouTube, des artistes, des musiques que j'ai écoutées au cours de ce premier trimestre 2021 en espérant que ça vous fasse découvrir quelques petites choses et que ça vous donne envie d'élargir un peu votre horizon culturel. Alors, en ce qui concerne les livres, j'ai pas lu énormément au cours de ce premier trimestre, du moins pas dans une logique de littérature plaisir, puisque je suis en thèse et que je suis en plus en première année de thèse, donc je lis énormément de contenu scientifique, de livres académiques, etc. Du coup, les livres un peu plaisir passent au second plan. Et j'ai quand même lu plusieurs livres, surtout dans le bateau pour aller au travail. J'avoue que c'est un cadre plutôt agréable pour lire. Du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Chaviré de Lola Lafont. Alors Lola Lafont, déjà, c'est une autrice que j'aimais bien. J'avais lu d'elle La petite communiste qui ne souriait jamais, au sujet de Nadia Comaneci, qui est une gymnaste qui a marqué la discipline et c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc bref, j'étais déjà un petit peu séduite par Lola Lafont et il se trouve que Chaviré m'a passionnée. Je l'ai lu en 2-3 jours, je ne m'en séparais plus, mais vraiment c'est un super ouvrage, un roman passionnant qui, dans lequel on entre sans problème, qui aborde des sujets extrêmement lourds, donc je ne vais pas forcément m'étaler sur la question, mais ça traite de violences sexuelles sur des mineurs et surtout de l'organisation de réseaux permettant de maintenir cette violence sexuelle. C'est très bien décrit, c'est le piège un peu dans lequel tombent les romans qui parlent de ces sujets, c'est d'adopter finalement un point de vue qui est celui plutôt de l'agresseur que celui de la victime. Et là, on ne se détache jamais du point de vue de cette jeune fille qui grandit, qui évolue dans les milieux en plus de la danse, etc. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, c'est un super roman. Très facile d'accès pour un public assez large. Si notamment en ce moment vous sentez que vous avez un peu du mal à lire, etc. C'est vraiment un roman qui a la page facile, quoi. On est vraiment embarqué dans l'histoire rapidement, donc je vous recommande. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un essai. Il s'agit des Incasables de Rachid Zerouki. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je pense, sur les recommandations pour débuter la sociologie. Et c'est un essai que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai travaillé pendant 1 an pour les services de l'éducation nationale et que j'étais analyste réseaux sociaux, donc je voyais évidemment passer les tweets de Rachid Zerouki, qui est lui-même professeur. Et c'est un essai sur son expérience de prof en SECPA, donc dans des classes spécialisées, dans en plus un collège réputé difficile dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est un essai plein d'humanité, très intéressant, qui est très accessible même si on ne connaît pas forcément le milieu de l'éducation nationale, etc. C'est bien écrit, c'est pas révolutionnaire, c'est pas avec un apport théorique, etc. Mais c'est un beau récit d'expérience et je vous le conseille. J'ai aussi lu Comme un empire dans un empire, donc le dernier roman de Alice Zeniter, et je dois vous avouer que je n'ai pas trop aimé. Je pense que c'est un livre qui a été quand même assez bien accueilli par la critique, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au personnage. En fait, c'est un roman qui avait un peu tout pour me plaire parce que ça parle à la fois de féminisme, d'action féministe, mais aussi de politique. C'est 2 mondes dans lesquels j'ai évolué de par mes études, etc. Et ça avait tout pour me plaire, mais ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Alors, je sais pas si c'est dans la construction des personnages où il y en a un qui était presque trop vrai pour moi parce qu'il ressemblait à certains de mes camarades de promo, et l'autre qui a un personnage qui n'a pas de nom. Et du coup, je pense que ça m'a empêché de me représenter ce personnage dans mon esprit. Voilà, je sais pas. Après, c'est un roman qui est extrêmement bien documenté sur les enjeux de cybersécurité. Également, il y a en toile de fond toute la mouvance des gilets jaunes, etc. Mais moi, vraiment, j'ai dû m'accrocher pour le finir, ce livre. J'ai pas trop... Je trouve que l'élément de la rencontre des 2 personnages qui sont décrits depuis le début arrive très tard dans le livre, que finalement, il ne se provoque pas le grand chamboulement qu'on imaginait. Et c'est pas un de mes favoris, mais bon, en tout cas, je vous laisse vous faire votre propre avis.
J'ai profité de mes trajets quotidiens en bateau pour relire Sorcière de Mona Chollet. Je l'ai lu à sa sortie, je crois que c'était en 2017, et j'avais l'impression d'en entendre parler de plein de manières différentes. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose avec ce bouquin ? Et il se trouve qu'en fait, non, je l'ai relu pour m'en assurer. Ça m'a permis de me rappeler de certains éléments, mais surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir relire un essai qui est très documenté, avec énormément de références bibliographiques, mais qui est facile à lire. Et en tant que doctorante, ça m'a vraiment permis de me rappeler ce que c'est que la fluidité en écriture, et que c'est pas parce que maintenant je suis censée écrire des contenus académiques très complexes, etc., que je dois en oublier le style et la fluidité et rester accessible dans l'écriture. Et vraiment, ça a été une belle leçon de style. Je pense que Mona Chollet, elle est vraiment inégalée à ce sujet, de réussir à vulgariser mais sans perdre en qualité scientifique. Et voilà, c'est plus cet aspect-là que je vais retenir du livre pour cette seconde lecture. Dans la série des lectures féministes, j'ai également lu La cause des femmes de Gisèle Halimi, donc l'avocate qui est décédée il y a quelques mois. Eh bien écoutez, c'est un très bon livre, hein. Je m'y attendais, je pense que il est précédé par sa réputation. C'est un excellent livre. Toute la partie sur le procès de Bobigny m'a vraiment fascinée. Voilà, moi c'est une époque que je n'ai pas connue de mon vivant. Donc il y a vraiment cette plongée dans l'action, on a l'impression d'y être en temps réel. Et puis c'est cette atmosphère des années 70-80, de la sortie de la guerre d'Algérie, des premiers grands procès médiatisés, on va dire, dans lesquels il y avait des enjeux sur l'avortement et la dépénalisation de l'avortement, sur le viol, etc. Et de voir comment cette avocate a construit son parcours en tant que femme et féministe, c'est très inspirant. Je ne sais même pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment, pour moi, c'est presque un livre d'histoire et c'est vraiment tout à fait passionnant. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est L'Amazone verte d'Élise Thiébaut. Alors, cet essai vraiment assez original, puisqu'il s'agit d'un roman inspiré de la vie de Françoise Daubonne, qui est une intellectuelle qu'on considère comme l'inventrice de l'écoféminisme. Alors, Françoise Daubonne, c'est une intellectuelle que j'ai croisée dans mes études universitaires, ça devait être vers 2015, quand j'ai commencé à travailler en études de genre et que je me suis penchée sur les questions de l'écoféminisme. C'est vraiment une référence sur les origines de l'écoféminisme, et pourtant son nom est vite oublié et on ne parle pas forcément beaucoup d'elle. Et au-delà de l'écoféminisme, c'est quand même une femme de lettres et une intellectuelle majeure du siècle dernier, et c'est assez incroyable de voir la quantité de livres qu'elle a écrits pour la postérité qu'elle connaît, qui est vraiment pas à la hauteur de son travail. D'ailleurs, la plupart de ses livres ne sont plus publiés ni édités. C'est aussi, je pense, pour ça que Élise Thiébaut a un peu pris les devants et publié ce livre qui est tout à fait passionnant, puisqu'il y a en fait une énorme recherche d'archives, c'est presque un travail de chercheur, où elle en fait construit en quelque sorte cette biographie, mais qui est romancisée. Et en fait, c'est très fluide du coup à la lecture. On s'attache à la fois à Élise Thiébaut, qui reste une narratrice très présente, et à la fois à Françoise Daubonne, qui est quand même un personnage très particulier et très attachant. Et je trouve que c'est aussi, j'allais dire rendre à César ce qui est à César, mais on va plutôt dire rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Je trouve que ça la replace dans toute la production littéraire et intellectuelle, dans toutes les innovations qu'elle a apportées dans ce contexte, encore une fois, des années 70-80, extrêmement dense au niveau intellectuel, avec aussi les premières féministes matérialistes qui ont structuré le champ disciplinaire des études de genre en France. Il y a toute la structuration des mouvements homosexuels et lesbiennes, le mouvement de libération des femmes, donc le MLF. Mais avant ça, il y a aussi sa petite expérience de résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Et du coup, elle a été aussi à la pointe du mouvement écologiste, avec une bombe qu'elle a quand même posée devant une centrale nucléaire. Voilà. C'est une figure qui est extrêmement inspirante, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait laisser croire, des femmes militantes. Voilà, on doit beaucoup à Françoise Daubonne, et j'espère vraiment que l'Amazone verte d'Élise Thiébaut va permettre de relancer un petit peu la visibilité d'autres ouvrages. Il y a vraiment un roman qu'elle a écrit que j'aimerais beaucoup lire. Apparemment, c'est dans une trilogie.
et c'est Les Bergères de l'Apocalypse, je crois, qui est en fait une espèce de dystopie où les femmes auraient pris le pouvoir en tuant tous les hommes, en fait, dans une révolution féministe à l'extrême, et avec des personnages du coup féminins très violents, etc. Et du coup, elle imagine tout ce monde où les hommes n'existent plus, puis la question de la survivance de l'espèce, etc. Bref, je suis extrêmement intriguée par 2 écrits de Françoise Daubonne qui sont donc des écrits de littérature que je n'ai pas du tout lus. Et je vous conseille vraiment de découvrir cette femme totalement incroyable et extraordinaire. Alors maintenant, nous allons passer à la catégorie des films. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un film turc. Il s'agit de Beynelmilel. Alors ce film, en fait moi si vous voulez, j'habite en Turquie, j'aime beaucoup la Turquie, je suis évidemment très intéressée par la culture anatolienne, etc. Pour autant, je dois avouer que les séries turques, les films turcs, c'est juste pas du tout mon truc. J'ai vraiment du mal à accrocher avec le style, avec les intrigues, avec la manière dont les rebondissements sont amenés, etc. J'essaye de me forcer, mais vraiment ça ne passe pas quoi. Et pourtant, j'ai trouvé un film qui m'a fait changer d'avis et qui du coup je vous recommande si vous n'êtes pas du tout habitué ou sensible au cinéma turc et anatolien. Donc Beynelmilel, qui est un mot un petit peu ancien pour dire international. C'est un film vraiment intéressant pour celles et ceux qui connaissent pas le contexte turc. Ça se passe après un coup d'état militaire qui a eu lieu dans les années 80 et où de nombreux opposants de gauche et également des opposants kurdes sont assassinés. Donc on est dans ce contexte de tension politique dans un village et des jeunes commencent aussi à s'imprégner de ce soulèvement politique face à une armée omniprésente et dure. Et en fait, c'est un film qui a, comme beaucoup de films turcs, ce côté romance qui est très présent, politique également très présent. Mais voilà, c'est accessible, on y apprend beaucoup, je trouve, sur la culture anatolienne, c'est très bien amené. On y apprend également beaucoup sur l'influence des politiques et des idéologies de gauche, communistes, soviétiques, etc. en Turquie, et notamment parmi les populations kurdes, etc. C'est vraiment bien amené. J'ai versé ma petite larme à la fin, objectif atteint. Ensuite, dans le cadre de la préparation de ma vidéo sur le système carcéral, donc qui s'appelle « La prison est-elle obsolète ?» en hommage à Angela Davis. J'ai vu 3 films qui traitent des sujets du système carcéral américain et du mouvement Black Panthers aux États-Unis. Alors le premier, c'est un documentaire qui s'appelle 13th, donc c'est sur Netflix en référence au 13e amendement. C'est un très bon documentaire. En fait, ça part vraiment de l'analyse du réseau d'oppression spécifique qui est mis en place contre les Afro-Américains aux États-Unis pour expliquer leur omniprésence dans les prisons américaines. Donc voilà, c'est plutôt vraiment cette rhétorique de partir de l'analyse du racisme pour comprendre le système carcéral. Il y a Angela Davis notamment qui intervient dans ce documentaire. C'est très intéressant, c'est également déprimant, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Voilà, c'est vraiment un documentaire que je vous recommande si vous êtes intéressé par ces questions. Ensuite, le deuxième film que j'ai visionné dans le cadre de cette vidéo, c'est Chicago 7. Donc c'est aussi sur Netflix. C'est un film qui retrace le procès qui a été mené contre des opposants politiques à la suite d'une manifestation qui a dégénéré et au cours de laquelle le leader des Black Panthers, donc Fred Hampton, était également jugé alors qu'il n'avait aucun rapport avec l'événement en question. C'est vous voyez les films qui se concentrent sur un procès où on est quand même dans le huis clos du procès, mais on est sorti de temps en temps pour des flashbacks, pour voir ce qui se passe en dehors de la salle d'audience, etc. J'ai adoré ce film. Voilà, c'est un petit peu peut-être dur au début si on connaît pas du tout l'histoire américaine, le contexte de l'époque. Mais en fait, ça met bien en place tous les personnages et on s'attache extrêmement vite. On comprend vraiment les intérêts de chacun. C'est très bien écrit. Voilà, vraiment un très bon film politique qui nous fait plonger dans l'ambiance même hippie, etc. de l'époque, avec beaucoup de sarcasme, mais en même temps, voilà, je pense une espèce de réalité crue sur ce qui s'est passé à ce procès, puisque ce procès a vraiment existé. Voilà, un film dur aussi, puisque je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas l'histoire de certains de ces activistes, mais voilà. C'est un très bon film, vraiment, je vous le recommande les yeux fermés.
Et enfin, le dernier film que j'ai visionné sur la question, c'est Judas and the Black Messiah, qui se concentre sur l'histoire de Fred Hampton, donc comme je vous le disais, un des leaders du mouvement Black Panther aux États-Unis. Pour ma part, Fred Hampton, c'est assez récent, hein, mon intérêt pour lui, et en fait c'est quelqu'un quand même qui me fascine parce que c'est un activiste du coup qui était extrêmement jeune, hein, qui avait 20-21 ans quand il a percé et qui s'est retrouvé avec une aura absolument extraordinaire sur tout un mouvement de désobéissance civile et de lutte pour la reconnaissance des droits des personnes noires aux États-Unis. Et j'étais extrêmement déçue par ce film. Par exemple, dans Chicago 7, Fred Hampton est vraiment très bien représenté, je trouve, comme une personne qui a beaucoup d'aplomb, qui est un très grand orateur. Et en fait, dans le film Black Messiah, déjà le titre aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais il apparaît presque en espèce de rappeur flippant. Au début du film, c'est-à-dire qu'on a plus peur de lui qu'on a envie de le suivre et de le respecter, quoi. Il a les yeux tout ensanglantés, il a un rythme de parole, un accent très particulier, alors qu'au contraire, Fred Hampton, dans les archives qu'on a de lui, avait une voix très claire, un accent très classique, un peu comme Angela Davis peut avoir, et du coup, j'ai trouvé ça assez caricatural, mais bon, soit je me suis dit ok. Et en fait, pour moi, tout le film est un échec, c'est-à-dire qu'on dirait limite un film de propagande pour qu'on n'aime pas vraiment Fred Hampton à la fin, quoi. C'est-à-dire que même quand il y a des personnages qui sont tués, donc assassinés délibérément par la police, on n'a pas de compassion. Donc c'est vraiment un effet du film qui montre quand même des gens qui vivent dans la misère, qui ne sont pas vraiment solidaires, qui sont plus dans des réactions. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très dérangeant dans ce film. Je trouve qu'il y a pas, qui ne respecte pas forcément une exactitude historique, ou du moins qui ne fait pas du tout honneur aux personnages bien réels desquels il traite. Et en fait, tout ça, d'ailleurs, c'est vu sous l'angle en fait d'un jeune noir qui est recruté par le FBI pour infiltrer le mouvement des Black Panthers et continuer d'informer le FBI, la CIA. Je ne sais plus, les deux. Bon bref, en gros vous avez compris, un espion qui s'infiltre, il est lui-même noir américain. Du coup la question c'est est-ce qu'il va se laisser convaincre par l'idéologie qui est en train de naître du côté des Black Panthers, ou est-ce qu'il va continuer à divulguer des infos. Pour moi, pourtant c'est une histoire réelle apparemment, c'est-à-dire que cette personne est même montrée dans son vrai visage à la fin du film. Comment dire, pour moi c'est peu probable dans le sens où en fait toute la partie complexe de comment il est recruté et comment il arrive pour autant à s'infiltrer dans les Black Panthers aussi proches de Fred Hampton et compagnie, c'est pas clair, c'est pas bien expliqué, ça va trop vite, on comprend pas les réelles motivations, donc c'est pas crédible. Et comme ça, ce point de départ n'est pas crédible, tout le reste du film se construit un peu comme un géant au pied d'argile et ça ne fonctionne pas en fait. Bon, vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé ce film, je vais pas disserter pendant 10 ans dessus, mais il y a beaucoup à dire et je trouve que c'est même un peu inquiétant de voir qu'il y a des films américains qui sont produits aujourd'hui qui ont cette espèce de volonté de noircir le tableau avec des artifices, alors que évidemment le mouvement des Black Panthers, comme tout mouvement de lutte sociale et politique, n'est pas parfait. Donc il y a des choses à critiquer, mais là c'est vraiment comme une volonté d'entacher l'histoire et je trouve ça extrêmement dérangeant. Bon, j'ai vu plein d'autres films d'ailleurs, beaucoup qui n'étaient pas au top, mais je vais juste vous parler d'un autre film pour remonter un peu le niveau. C'est un film qui s'appelle Stranger Than Fiction, qui a été dirigé par Mark Forster. Alors, en fait, pourtant je suis pas forcément fan des films américains en mode un peu comédie américaine, etc. Mais ce film, j'ai trouvé qu'il était vraiment rafraîchissant, ne serait-ce que par l'histoire et la manière dont elle est racontée. On a en fait un mec tout à fait lambda, je crois qu'il est inspecteur des impôts, quelque chose comme ça. Vraiment quelqu'un de très rationnel, de très mathématique dans sa vie, qui apparaît comme un personnage extrêmement lisse. Et en fait, il se met à entendre une voix qui narre sa vie. Et de fil en aiguille, il va réaliser qu'il est le personnage d'un livre qui est en train d'être écrit et il va se mettre en tête de rencontrer l'autrice de ce livre. Voilà, je trouve que c'est un film super intéressant sur l'imbrication de la narration, de la construction des personnages, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est divertissant, c'est léger, agréable à regarder. En fait, c'est vraiment la narration fait tout dans ce film. C'est vraiment
agréable. Et même une fois l'effet de surprise, un peu de comprendre qu'il est le personnage d'un livre passé, on s'attache encore au changement qu'il opère dans sa vie, à sa volonté de vivre, etc. Donc voilà, un film tranquille pour le dimanche soir, on va dire. Et voilà pour les films, mais la chose finalement que je regarde le plus, ça reste YouTube. Donc pour mes recommandations YouTube, ces 3 derniers mois, j'ai beaucoup regardé les vidéos des artisans de demain. Alors je pense que vous devez connaître, c'est quand même une très grosse chaîne YouTube, mais au cas où, eh bien voilà. Donc c'est une chaîne qui est tenue par Camille et Ilyes, qui sont des voyageurs français qui ont un mode de vie nomade. À un moment dans le confinement, quand on avait vraiment le confinement strict, j'avais beaucoup de mal à regarder leurs vidéos parce que ils étaient eux pour le coup encore en mode nomade. En fait, ils vivent en véhicule aménagé et du coup ils se baladaient beaucoup, ils étaient dehors, etc. Et c'est une période où ça me faisait du mal de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient encore se déplacer. Mais j'ai pu retrouver petit à petit le goût de regarder leurs vidéos et c'est vraiment un travail d'une très grande qualité audiovisuelle avec une très belle narration. Leur but à l'origine, c'est quand même de se déplacer pour aller à la rencontre de personnes qui sont donc des artisans de demain, qui essaient de travailler à un monde meilleur. Donc c'est plein d'optimisme, de belles initiatives et ils montrent de plus en plus comment ils s'organisent, quelle est leur vie quotidienne sur la route. Et ils sont récemment retournés au Pakistan où se trouvait leur véhicule depuis le début de la pandémie. Et voilà, j'aime beaucoup les suivre. Je vous recommande vivement si vous avez envie de voir d'autres décors et d'entendre des personnes bienveillantes et agréables à écouter. Ensuite, au niveau plus littéraire, il y a 2 chaînes YouTube donc littéraires que j'apprécie beaucoup. Une que je suis depuis des années, c'est la chaîne d'Antastasia. Donc elle a à la fois une chaîne un petit peu générale, donc Antastasia, mais aussi une chaîne littéraire, donc Antastasia lit. Et ces 2 chaînes, voilà, à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je la regarde. Ça fait peut-être 6, 7, 8 ans que je la suis. C'est quelqu'un qui, je trouve, s'exprime extrêmement bien, qui défend des opinions, même quand apparemment ça va un peu contre le sens du courant. Et je trouve que c'est toujours très argumenté, précis, mais en même temps, elle a l'air de parler comme ça dans un flot de paroles argumentées, précises et naturelles. C'est très agréable à entendre. En plus, elle est professeure de littérature, donc de français, au lycée, donc elle en parle aussi, ça m'intéresse beaucoup. Elle parle de livres avec des thèmes très originaux. Là, sa dernière vidéo, c'est sur la littérature prolétarienne japonaise. Clairement, c'est quelque chose... je ne m'y serais jamais penchée de moi-même. Et là, ça me fait rêver et voyager. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de lire tant que ça, mais par exemple, elle a beaucoup insisté au cours des mois derniers sur un livre qu'elle a apprécié de littérature chinoise que j'ai acheté et que j'ai hâte de commencer. Mais comme c'est un gros pavé, je vais peut-être attendre d'être un peu plus détente au niveau de la thèse pour m'y mettre. Et l'autre chaîne littéraire que j'ai découvert beaucoup plus récemment, c'est celle de Margarito. Voilà, une chaîne qui parle de livres, encore une fois, avec une passion débordante, voilà, qui traverse l'écran. Et moi souvent je l'allume pendant que je fais autre chose et je l'écoute me parler de livres. J'ai envie de lire toute une bibliothèque. C'est vraiment très agréable à écouter. Elle donne des avis toujours nuancés et sincères. J'aime beaucoup. En plus, elle teste des formats un peu originaux, donc comme de lire 1000 pages en 3 jours, je crois. C'était ça récemment. Donc si vous avez envie d'être dans une petite bulle de littérature et de bienveillance, je vous conseille aussi la chaîne de Margarito. Après, au niveau de la vulgarisation scientifique, il y a une chaîne qui, pour moi, fait référence depuis plusieurs années. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous incite fortement à aller faire un tour sur la chaîne des Revues du Monde, qui est animée par Charlie Danger. Moi, j'avais tendance à dire Charlie Danger, mais je crois qu'elle prononce Charlie Danger. Bref, donc qui est une chaîne avec un angle plutôt archéologie, histoire. Pour moi, là, c'est du travail vraiment professionnel, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une émission de vulgarisation scientifique à la télé. C'est extrêmement bien produit, toujours très intéressant, très rythmé, des thèmes très différents, originaux. J'adore cette chaîne, je regarde à chaque fois la nouvelle vidéo quand elle sort, je vous recommande à 1000%. Ensuite, il y a une youtubeuse qui fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, qui s'appelle Clara Victoria. Donc là encore, je pense pas que je vous fais découvrir grand chose,
Mais bon, sait-on jamais. C'est une vidéaste qui est spécialisée sur les questions de mode, de seconde main, vintage, etc. Et voilà, depuis quelques mois, oui, voire depuis presque un an peut-être, elle documente la création de sa friperie qui s'appelle donc Relique et qui est située à Paris. Et tout ce chemin de l'entrepreneur avec en plus de très belles images dans un univers vintage. On a l'impression de voir Paris dans les années 70 quand on regarde ces vidéos. C'est vraiment très agréable. Je trouve que c'est une femme qui est ambitieuse, ça se sent, et bon, j'ai l'impression qu'elle travaille beaucoup et ça m'inquiète parfois un peu pour elle à travers mon écran. Mais voilà, des vidéos qui sont du coup inspirantes parce qu'on voit quelqu'un qui a décidé de vivre de sa passion, qui s'en donne les moyens, et c'est super inspirant. Et enfin, la dernière chaîne YouTube que je regarde beaucoup ces temps-ci, c'est la chaîne de Lloyd Lang, qui est une vidéaste franco-mexicaine, il me semble, qui produit un contenu de cuisine végane. Elle a vraiment, mais tellement de recettes différentes, en plus des trucs qui sont très accessibles, même sans avoir d'ingrédients compliqués, etc. Elle a des recettes pour tous les niveaux, sucré, salé. À chaque fois que j'ai reproduit une de ces recettes, c'est validé à 100%, donc je recommande. Alors rapidement, au niveau de la musique, j'ai pas découvert beaucoup d'artistes ces derniers temps, donc j'espère revenir dans le prochain bilan culturel avec un peu plus de nouvelles infos. Mais je vais vous partager du coup les musiques que j'ai le plus écoutées, les artistes que j'ai le plus écoutés du coup au cours du trimestre dernier. Alors les artistes qui m'ont le plus accompagnée, déjà il y a Pomme, qui est une chanteuse que vous connaissez sûrement parce qu'elle est quand même assez connue. Ça fait vraiment des années que je suis fan de cette artiste. Je trouve qu'elle a des textes d'une poésie, d'une force rare, qu'elle a une musicalité incroyable. Enfin, je sais pas, moi, ça me transporte totalement. Voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et j'avais des billets pour aller la voir à l'Olympia. Donc là, c'est reporté pour la 3e fois, en espérant que la 3e sera la bonne. Voilà, une artiste formidable que je vous recommande beaucoup. J'ai beaucoup écouté son dernier morceau, enfin je dis dernier, mais peut-être que ça l'est plus maintenant, mais quand je suis arrivée en Turquie, elle a sorti Grandiose, qui est une chanson mais juste sublime, donc je vous la recommande. Et en plus, au-delà des chansons, je trouve que c'est une femme qui a une personnalité mais tellement attachante. Elle a l'air d'être d'une espèce de naïveté mais adorable, et en même temps d'une artiste au-dessus du monde et en même temps dans le monde parce qu'elle est quand même engagée politiquement, etc. Enfin, bref, ça n'a ni queue ni tête ce que je suis en train de raconter, j'ai l'impression. Elle a participé à une vidéo de Ben Never. Bon, désolée. Donc il y avait Ben, Camélia Jordana, Pomme et Camille Combal. Pour moi, ça allait être vraiment le truc improbable parce que Camélia Jordana, qui est d'ailleurs une chanteuse que j'aime beaucoup aussi, et Pomme, elles sont amies, voilà, c'est assez connu, enfin bref, elles s'entendent très bien. Mais alors Camille Combal, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, je crois que ça dure 1 heure, mais c'est passé beaucoup trop vite. Vraiment, ils sont partis dans plein de discussions, un peu de délire et tout, et t'as l'impression d'être dans un moment entre amis, à les écouter, plein de bonne humeur, de rire. Oh là là, franchement, cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos, et je vous la recommande parce que c'est juste agréable de les entendre divaguer sur des sujets rien à voir avec les uns avec les autres. Enfin bref, au top. Ensuite, j'ai encore et toujours écouté le même album en boucle de Ince Saz, qui est un groupe donc de musique anatolienne avec donc en prédominance le saz, donc le balama, qui est un instrument à cordes traditionnel anatolien. C'est un instrument qui est très important dans la culture anatolienne, qu'on retrouve plus largement de la culture persane au Caucase, à l'Anatolie, mais jusqu'au Balkan. C'est un instrument que j'aime beaucoup et c'est des chansons qui sont très très belles. Je ne saurais que vous recommander d'écouter Ince Saz. C'est des chansons en turc mais qui sont loin des clichés, on va dire, de la musique traditionnelle. C'est très beau. Enfin, je suis fan de Ince Saz depuis des années et je réécoute les mêmes chansons en boucle et je ne m'en lasse pas. Ensuite, en regardant mon historique sur mon téléphone, j'ai remarqué que je me suis refait l'intégrale de Joan Baez et de Amália, donc du fado portugais. Je pense que j'avais besoin en fait de voix féminines, je sais pas,
de ces voix de femmes qui ont chanté comme ça pendant des décennies. Enfin, c'est comme si j'avais besoin d'être comme entourée et soutenue par elles dans cette période. Peut-être que j'extrapole un petit peu, mais voilà, j'ai réécouté toute leur discographie et je les aime toujours autant. Donc, si vous n'avez pas écouté leurs chansons depuis un moment, je vous conseille. Ensuite, au niveau de chansons un peu plus de motivation, notamment pour me motiver à faire du sport ou le ménage, etc., j'ai beaucoup écouté Dua Lipa, même si j'ai l'impression maintenant de la voir partout et ça commence à me monter un petit peu. Mais son album qui s'appelle donc Future Nostalgia et je trouve un super album de pop avec vraiment ce côté un peu années 80 que j'aime beaucoup. Ma chanson préférée c'est Break My Heart, si jamais. Vous me direz vous laquelle vous préférez. Et toujours des musiques de motivation, j'ai beaucoup écouté aussi Bomba Estéreo qui est un groupe espagnol je pense. Et notamment la chanson Fuego qui me donne une énergie, enfin c'est-à-dire que ça rentre dedans quoi aussi, mais voilà pour mes chansons de motivation. Et enfin, j'ai découvert grâce à Radio, je sais pas si vous connaissez, c'est un site internet et une application collaboratif qui vous permet de vous localiser n'importe où dans le monde sur un planisphère, de choisir une décennie et de générer automatiquement une chanson d'un artiste de ce pays et de cette époque. Et du coup, tout le monde peut collaborer en ajoutant des chansons, etc. Ça fait des années que je vais sur ce site un peu par période. Et là, j'ai découvert une chanson qui nous vient donc d'une artiste somalienne qui s'appelle Amina Kama Ali. J'espère que je prononce bien. Et vraiment, j'ai adoré cette chanson et je l'écoute hyper souvent. Donc voilà, merci à Radio pour la découverte. Et enfin, last but not least, je vais vous parler de deux artistes que je suis beaucoup, principalement sur Instagram, mais également pour une d'elles sur YouTube. Donc la première, c'est Ectomorph, qui est une artiste française dont j'aime beaucoup le style. En fait, je la suis depuis vraiment de nombreuses années maintenant et je trouve qu'elle a eu une évolution artistique ces derniers mois qui est assez phénoménale. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment montée d'un level et pourtant j'ai toujours beaucoup aimé son travail. Mais là, elle est passée à un moment en fait par l'abstrait et là, elle revient à du figuratif mais imprégné de l'abstrait justement, de couleurs extrêmement vives, c'est chaleureux, c'est... Enfin voilà, c'est un style que j'apprécie énormément alors que, je ne sais pas, elle a évolué beaucoup ces derniers temps. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc Ectomorph, où elle documente sa vie en tant que freelance, en tant qu'artiste. Voilà, c'est très inspirant de voir comment elle en est venue à réussir à se lancer à son compte et aujourd'hui à bien vivre de son activité artistique. Ouais, c'est tellement agréable de pouvoir suivre des gens passionnés par ce qu'ils font et qui produisent de très belles choses et de l'art. Donc voilà, j'aime beaucoup la suivre. Et une autre artiste que j'adore, mais vraiment je fais une fixette sur cette artiste. Il s'agit de Marianne Tafsiri, qui est une artiste britannico-iranienne, je pense qu'on peut dire comme ça. Et notamment, elle a fait toute une série d'illustrations de poèmes persans qui est sublime. D'ailleurs, elle a réouvert sa boutique et je me suis jetée dessus le jour même pour me procurer une impression de l'une de ses œuvres. Bref, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur son compte parce que c'est juste trop beau. Et voilà pour ce premier bilan culturel sur Sociologos, donc pour le premier trimestre 2021. J'espère que vous avez pu découvrir des autrices, des artistes, des créatrices de contenu qui vous plairont et puis... j'espère aussi que ça a amené un petit peu de bonne humeur, de légèreté et d'art dans votre journée de manière générale. Dites-moi si ce contenu un peu plus posé vous intéresse ou si vous préférez que je m'en tienne aux vidéos de sociologie, je ne le prendrai pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, mettre un like, à partager cette vidéo, voilà, à m'aider à faire vivre Sociologos. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt sur Sociologos.